Donc bonsoir à tous, bienvenue, re-bienvenue à ceux qui étaient déjà là. Je me présente, je m'appelle donc Mathieu Moulès, je suis en charge de la promotion et conseiller formation des MS, MSC du campus de Marseille. Et donc particulièrement ce soir du programme qui va attirer notre attention, le MSC Corporate and Sustainable Finance. Je suis accompagné de Monsieur Revelli, que vous voyez dans l'autre fenêtre, qui est le directeur du programme, Christophe. Si tu veux bien te présenter en quelques mots avant qu'on attaque. Oui, alors bonsoir à tous. Donc je m'appelle effectivement Christophe Rély, je suis professeur à KG Business School depuis 8 ans. J'enseigne spécifiquement et également sur mes sujets de recherche les expertises autour de la finance responsable et la finance durable, donc finance, transition, changement climatique, responsabilité sociale. Et je suis donc le directeur du programme Master of Science Corporate and Sustainable Finance. Voilà, je suis ravi de pouvoir communiquer avec vous et discuter avec vous ce soir de ce programme. Alors, comme je l'expliquais à ceux qui étaient déjà là en amont, ça va durer environ une petite heure. L'idée, c'est que vous posiez toutes vos questions en direct. Donc, vous avez le panneau à droite qui vous permet d'échanger avec nous. Donc, pendant que Monsieur Rivelli fera sa présentation, moi, je me chargerai de répondre à vos questions, que ce soit par écrit ou si la question concerne l'ensemble, une question générale, nous la prendrons à l'oral et nous la développerons pour tout le monde. Christophe, bah, si tu veux attaquer, je t'en Ok, prie, c'est parti. très bien. Merci Mathieu. Alors, du coup, rebonsoir à tous pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, je suis ravi de pouvoir vous présenter ce programme ce soir. Merci donc de votre présence et de bien vouloir accepter de participer à cette conférence. Alors, le programme Master of Science Corporate and Sustainable Finance, c'est donc un programme, je dirais, très innovant. Pourquoi? Parce que effectivement, on va le décrire tout au long de la présentation, c'est un programme qui est unique sur une composition, je dirais, de deux spécialisations. Une spécifique au corporate finance et une autre spécifique au sustainable finance, mais avec une volonté d'intégrer les enjeux de la finance d'entreprise et de la finance responsable dans une même vision et dans un même contenu. Donc, c'est ce qu'on va essayer de décrire un peu tout au long de cette présentation. Si vous avez des problèmes de vision, de slide ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le dire. On essaiera de revenir. Si vous avez des questions, bien sûr, au fur et à mesure, n'hésitez pas à nous couper pour qu'on puisse vous répondre. Alors, je commencerai ma présentation pour que vous puissiez comprendre en réalité quels sont les grands enjeux aujourd'hui, puisque nous, on a un programme qui s'inscrit dans une vision sociétale, c'est-à-dire la finance comme un outil au service de l'économie réelle. L'idée, c'est quand même de décrire un peu les grands enjeux. Et en plus, on est dans un momentum très visible en ce moment sur notamment un enjeu qui est centré autour de la transition écologique. Je pense que vous avez tous entendu parler de la question du climat actuellement. Il y a eu la démission de Nicolas Hulot récemment du gouvernement. On est en train de parler de ça de manière très récurrente dans les médias. Donc, effectivement, le réchauffement climatique, les émissions de gaz à effet de serre, c'est un enjeu sociétal majeur et que les acteurs et la société civile se doivent d'intégrer. Il y a aussi un autre sujet, pour vous donner plusieurs petits exemples, c'est la gestion de la ressource en eau. Aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a une décorrélation très forte entre la capacité de certaines populations à utiliser les ressources et d'autres types de populations à en disposer. On le voit très bien aussi avec le contraste qu'on peut avoir notamment sur le changement climatique entre les grandes sociétés urbaines et développées qui consomment et ont une forte consommation très élevée, je dirais, de leurs émissions, et en même temps un dérèglement climatique très fort, notamment sur plusieurs contextes, hein, notamment le déversement d'eau douce dans l'eau de mer, la fonte des glaces, le planète étuve, le concept de la planète étuve, et l'objectif de ne pas dépasser 2 degrés de réchauffement climatique d'ici 2100, même si aujourd'hui les études, notamment celles du GIEC, sont beaucoup plus alarmistes sur les chiffres. Donc effectivement, l'idée c'est de se dire il y a des grands enjeux, et nous, programme donc de Business School et particulièrement en finance, comment on peut essayer de répondre à ces enjeux-là, sachant qu'effectivement, on le verra, on va le décrire, au-delà de se dire il y a des enjeux, il y a aussi un marché qui se forme autour de la transformation de ces sujets et de faire en sorte de les prendre à bas le corps, donc notamment dans les milieux financiers. C'est ce qu'on va essayer de décrire tout au long de cette présentation.
Un autre sujet, c'est au-delà de l'environnement. On vient de décrire un peu plus la partie transition écologique, gestion de la ressource en eau, gestion des écosystèmes. Il y en a un, c'est aussi les inégalités sociales. On est dans un monde aujourd'hui où les inégalités sociales, notamment en France, n'ont jamais été aussi fortes que depuis 250 ans, c'est-à-dire les rapports de salaire entre le top des salaires dans une entreprise et les salaires les plus bas. Et notamment ceux qui sont, voire en dessous d'un système salarié, qui n'ont pas de salaire et qui sont dans une logique de seuil de pauvreté. Donc, du coup, l'idée, c'est de se dire qu'effectivement, aujourd'hui, si on regarde le dernier rapport d'Oxfam, vous avez 8 personnes dans le monde qui possèdent autant de richesses que la moitié de la population la plus pauvre. On est quand même sur une dichotomie très forte entre effectivement des sociétés très, très concentrées en termes de capitaux et le reste de la population qui ne bénéficie pas de la répartition. Donc une décorrélation parfaite quelque part entre une économie qui est réelle et une économie qui est très très financiarisée, l'économie du capital. Euh, L'histoire de l'encastrement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour nous, en tout cas à Kedge, la manière dont on voit nos programmes en finance, c'est de se dire que la finance joue un rôle utile d'outil d'aide à la décision au service de la société, de l'économie, des entreprises et donc des êtres humains. C'est quelque part expliquer que la finance, ce n'est pas une science, mais c'est bien un outil de développement, un fantastique outil, même c'est-à-dire un outil stratégique qui permet à des entreprises de lever des fonds, de développer des projets, d'avoir une forme de pérennité, de gérer la croissance, etc. Mais par contre, on doit pas, je dirais, sortir du principe que la finance, ça reste un outil qui permet justement à l'économie, aux entreprises et donc effectivement, in fine, aux êtres humains de pouvoir mieux vivre dans une société. C'est-à-dire que c'est vraiment l'objectif de l'outil finance. Et nous, c'est ce qu'on essaie un peu d'inculquer comme vision à nos étudiants, c'est-à-dire quand vous sortirez de ce programme, ben, vous aurez une vision très claire et très encastrée du modèle économique, c'est-à-dire que vous serez non pas dans une finance décorrélée, clairement décorrélée de l'économie, c'est-à-dire hors sol, vraiment quelque chose qui est complètement déconnecté. Vous aurez plus une vision d'une finance qui joue un rôle utile d'aide au développement et notamment encastré au sein des besoins sociétaux. Donc, quand on parle de finance responsable comme vecteur du réencastrement, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire, ça c'est une définition officielle de ce qu'on appelle la finance responsable. C'est-à-dire que la finance responsable, c'est un concept qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental, c'est-à-dire qu'on parle d'abord de performance. L'obligation pour un financier, c'est quoi? C'est de générer de la performance économique, financière. C'est ce qu'on appelle sa responsabilité fiduciaire. Je prends un exemple. Si vous êtes demain dans un fonds d'investissement ou dans une société de gestion d'actifs, vous devez développer des fonds d'investissement, des portefeuilles d'investissement. La première mission que vous aurez en vous levant le matin, c'est de générer de la performance financière pour vos clients. Donc ça, on n'oublie pas qu'on forme d'abord des financiers, on leur apprend à maîtriser d'abord des outils financiers. Mais ça, c'est pas indissociable de se dire que même en générant de la performance, vous pouvez tout à fait travailler dans une logique d'investissement à impact, notamment socio-environnementaux. Donc l'idée, c'est de se dire, vous conciliez performance et impact, tout en finançant les entreprises et les entités, publiques notamment aussi, qui contribuent au développement durable, quel que soit leur secteur d'activité. Donc on revient à la définition qu'on avait donnée juste avant, la finance est un outil. L'idée, c'est de se dire qu'effectivement, la finance ici, ce serait un outil au service du développement durable, c'est-à-dire comment on finance les entreprises en transition, et notamment sur les nouveaux business models que sont la responsabilité sociale de l'entreprise et le développement durable. Donc, du coup, c'est aussi se dire que quand vous influencez la gouvernance et le comportement des acteurs, la finance responsable favorise une économie responsable. Je pense que vous avez tous regardé un peu l'actualité, vous avez tous vu il y a un jour ou deux le scandale autour de Renault, enfin de Nissan et de Carlos Ghosn. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Carlos Ghosn, mais Carlos Ghosn, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, j'imagine que vous connaissez certainement tous, c'est le PDG du groupe Renault Nissan Mitsubishi. Carlos Ghosn, ça fait des années qu'il y avait de gros signaux d'alerte sur la gouvernance de Renault, du groupe Renault Nissan, en disant qu'il y avait vraiment un abus sur la gouvernance, la gestion des pouvoirs, la concentration des pouvoirs au sein d'une même entité, le manque de transparence, notamment sur les modes de rémunération, sur les comités d'audit et sur la stratégie de l'entreprise. Il y avait de forts soupçons. Si vous êtes investisseur et que vous avez des actions Renault, mais que vous identifiez pas ces signaux-là, ça veut dire que du coup, il y a 2 jours, vous prenez un bouillon de 12% en bourse, quoi. C'est-à-dire que votre titre Renault, il va descendre de 12%. Sauf que si vous êtes un acteur responsable, vous identifiez en amont ce type de risque. C'est-à-dire que soit vous investissez dans Renault, mais en jouant un rôle d'acteur, un rôle d'actionnaire en essayant d'influencer la stratégie,
soit en même temps vous dire moi j'investis pas dans Renault parce que j'estime qu'effectivement il y a un risque trop important qui est identifié comme un risque extra-financier, mais par contre qui aura à terme un risque sur le financier. C'était aussi le cas de Volkswagen pendant le Dieselgate. C'est-à-dire qu'au début on part d'un risque environnemental et on finit qu'un risque financier parce que le cours de bourse dévisse et qu'au final vous avez un titre qui est bien en dessous des rythmes du marché. Donc l'idée c'est de se dire la finance responsable c'est plutôt être un acteur financier qui va identifier beaucoup de critères de décision qui seront effectivement financiers, des ratios financiers, mais pas que, c'est-à-dire aussi d'autres types de critères qui vous permettront de mieux cerner je dirais, vos investissements. On parle autour de la finance responsable et du corporate sustainable finance, on parle de trois types de critères qui vont rentrer dans les grilles de décision des investisseurs. Donc les critères E, S et G. Le principe du critère E, c'est l'environnement. L'idée, c'est de financer les entreprises qui favorisent la transition énergétique et l'objectif réduction, limitation de degrés de réchauffement climatique. Le facteur social, le facteur S, financer les entreprises qui prônent la réduction des inégalités, la parité, le bien-être au travail, la valorisation des parties prenantes. C'est-à-dire qu'on va plutôt effectivement investir dans des boîtes qui ont des business models orientés sur la prise en compte de leurs salariés, de leurs fournisseurs, de leurs clients, de l'ensemble de leurs partenaires, comment les conditions de travail sont améliorées, la santé au travail, le handicap, la parité, tous ces sujets-là, et la réduction des inégalités dont on a parlé en introduction. Et enfin, le dernier critère de décision supplémentaire pour ce type d'acteurs financiers, ça va être le critère de gouvernance, donc le G. On va essayer de travailler sur un financement des entreprises qui ont des modèles de gouvernance exemplaires. Donc, ce n'est pas effectivement le cas, par exemple, de Volkswagen ou de Renault-Nissan. Donc, c'est-à-dire dans un modèle plutôt de transparence, de représentation des salariés, des parties prenantes, d'indépendance des administrateurs, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment non pas de se dire en gros, on est des écolos. Si vous l'êtes, tant mieux, c'est très bien. Mais on est là pour dans un marché qui est un marché de niche et qui en fait ne va pas vraiment servir au développement, aux transformations des métiers financiers, à la transformation des métiers financiers. Au contraire, le marché de la finance responsable, la finance durable, c'est un marché qui a une croissance à 2 chiffres tous les ans en termes de création d'emplois. L'avantage, c'est que nous, à Kedge, on est le seul master en France et en Europe à proposer aujourd'hui une telle intégration de ces sujets dans les parcours financiers. Et donc, du coup, ça veut dire que vous êtes sur un marché super innovant qui recherche des profils et qui va vraiment faire en sorte d'intégrer des nouveaux acteurs qui ont effectivement une connotation très financière, des experts financiers avant tout, mais pas que, c'est-à-dire également, sur la slide que vous voyez, une intégration des critères E, S et G dans leur pouvoir de décision. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas, Mathieu, pour l'instant, si on a Non, des pour l'instant, questions ou pas encore. pas de questions. Je pense que ça va arriver quand on va rentrer plutôt dans le cœur du programme. Ça marche. OK. Je poursuis. Donc, l'idée, c'est de se dire sur quoi nous on forme, quelque part, dans ce programme. C'est-à-dire sur quels critères est-ce qu'on évalue ces entreprises-là, c'est-à-dire les entreprises qui sont en transition, comment on va les évaluer, quelles sont les méthodologies d'évaluation, quels sont les indicateurs de risque environnementaux, sociaux, de gouvernance que l'on va considérer, quels sont les modèles de financement et quelles sont les techniques utilisées pour financer ces entreprises. C'est-à-dire que ça, c'est l'ensemble des questions auxquelles on essaie de répondre, en tout cas dans notre master. L'idée, c'est d'intégrer, on va en parler, une pédagogie très, très active autour de cas pratiques très, très nombreux. On a une majorité de praticiens qui enseignent dans ce parcours, c'est-à-dire qu'on a des professeurs de Kedge, mais également beaucoup, beaucoup d'acteurs experts de ce monde-là, qui ont donc effectivement une expérience et, je dirais, une visibilité très, très forte sur ces sujets. On travaille avec de très, très gros acteurs. Donc, c'est-à-dire qu'on essaie de travailler sur une pédagogie très active, très pratique, dans nos cours. On verra ensuite quand on présentera la maquette dans quel type de cours on propose ce type d'outils. Pour terminer un petit peu sur l'environnement, le contexte, quelles sont les initiatives aujourd'hui en Sustainable Finance, en Corporate Sustainable Finance, les gens qui sont engagés vraiment sur ces deux critères-là? Il y a déjà des initiatives qui sont non pas des initiatives privées, mais plus, je dirais, publiques ou supranationales. Donc, vous avez dû entendre parler de la COP 21 à Paris en 2015. Il y en a, la COP, c'est la réunion sur les sujets climat et environnement tous les ans
donc proposé par notamment l'ONU. Donc en 2015, c'était à Paris, ça donnait lieu aux accords de Paris. En 2016, c'était à Marrakech, 2017, c'était à Beaune. Donc ça, ce sont déjà des grandes initiatives. On a d'autres, le One Planet Summit aussi. Il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens-là. Au niveau européen, on a effectivement la Commission européenne, donc qui vient de voter un plan sur la finance durable très ambitieux, très important, c'est-à-dire comment on transforme tous les métiers financiers et comment on finance la transition climatique. Donc, on a effectivement d'autres types d'initiatives type les PRI, c'est-à-dire les principes pour l'investissement responsable, qui sont proposés par l'ONU, c'est-à-dire les entreprises privées qui s'engagent à signer ces principes, s'engagent à respecter certains types de processus pour s'engager vers une voie plus durable dans leur métier financier. Eurocif et le FIR, c'est-à-dire le Forum pour l'investissement responsable, sont des réseaux français et européens sur les sujets de promotion sur la promotion des sujets de finance durable, finance responsable. À titre personnel, je suis administrateur du Forum pour l'investissement responsable. Et on a aussi des labels qui proposent des produits financiers labellisés investissement socialement responsable. C'est-à-dire que vous, moi, n'importe qui, en tant qu'épargnant, on peut tout à fait souscrire des produits socialement responsables. Il y a pour ça des labels qui existent et qui vont proposer des produits de qualité qui ont été vraiment sélectionnés sur leur démarche méthodologique et d'engagement. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui existent dans ce monde-là, mais les initiatives sont surtout concentrées sur un marché privé. C'est-à-dire que tous les logos que vous voyez, c'est-à-dire il y a beaucoup de grands groupes, beaucoup de grosses sociétés que vous devez connaître, sont engagés sur ces sujets. Donc, la première catégorie, c'est ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels, donc les grosses compagnies d'assurance, les grosses compagnies de prévoyance, les mutuelles, les fonds de retraite, etc. Donc, qui eux ont des capitaux, des centaines de milliards de capitaux à investir aujourd'hui tous les jours, et qui ont plutôt adopté comme charte de se dire, bah, si on doit investir dans l'économie, l'ensemble des pensions que nous capitalisons, autant faire en sorte qu'elles soient investies sur un mode plutôt vertueux et plutôt propre, plutôt responsable. Donc, c'est notamment le cas de la Caisse des dépôts, la Caisse des dépôts qui gère les livrets A. Je pense que vous avez tous un livret A. Ça représente une manne financière colossale. Des groupes type AXA, G2R La Mondiale, ou des fonds de retraite, le fonds de réserve des retraites. Le Norges Bank, c'est le plus gros fonds souverain mondial. Donc, eux, ils ont une politique responsable qui est la plus engagée au monde. C'est devant le fonds souverain du Qatar en termes de volume d'encours généré. Donc ça, c'est les gros investisseurs. Ensuite, vous avez le collège des asset managers. Donc, le marché de la finance corporate sustainable, c'est plus engagé sur les métiers de la gestion d'actifs. Donc, tous les logos que vous voyez, ce sont des gestions d'actifs qui proposent donc des fonds d'investissement à disposition des investisseurs qui sont situés juste au-dessus, qu'on vient de décrire, et également de la société civile. Donc, le plus connu, c'est BlackRock, qui est le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, qui a une démarche qui commence à engager beaucoup de process de démarche sur la finance durable. Les plus engagés sont des sociétés comme Mirova, qui fait partie du groupe Natixis, comme Sycomore Asset Management, comme BNP Paribas Investment Partners et d'autres. Tous les logos que vous voyez affichés, ce sont des entreprises qui sont très engagées sur ces sujets. On n'a pas que, je dirais, la partie gestion d'actifs, on a aussi toute la partie capital investissement. Donc plus private equity, pour ceux qui connaissent le principe du private equity, c'est-à-dire on investit dans des sociétés qui sont non cotées, avec une vision plus long terme, c'est-à-dire qu'on est plus dans un principe de capital développement. Donc, les sociétés que vous voyez inscrites, type Arkea, qui fait partie du groupe Crédit Mutuel, Ardian, qui fait partie du groupe AXA, Apax Partners, Citizen Capital, Uberis, sont des sociétés de private equity qui ont des démarches tout à fait responsables et très engagées sur la finance responsable. Pour information, Apax Partners, c'est l'actionnaire principal du groupe INSEC. Je pense que vous connaissez tous INSEC. Donc, pour vous dire qu'effectivement, ces acteurs-là sont aussi très engagés dans le monde académique. Et enfin, un dernier type d'acteurs sont les agences de notation extra-financières, c'est-à-dire des entreprises qui vont noter les entreprises, toutes les entreprises qu'elles ont à disposition sur un marché, sur tout type de secteur d'activité, tout type de pays, sur des critères purement ESG, c'est-à-dire environnement social de gouvernance, en mettant des notes, en disant cette entreprise-là est plutôt bien engagée sur des critères environnementaux, sociaux, etc. Donc, les agences de notation extra-financières sont le groupe Vigeo, Sustainalytics, le groupe Morgan Stanley, qui est une branche orientée extra-financière, et qui finance Ecom. Vous avez beaucoup d'acteurs. Donc, c'est pas un petit marché, c'est un marché qui est, encore une fois, en explosion réelle. Et tous ces acteurs-là, c'est un tout petit panel, il y en a beaucoup d'autres,
sont en recherche permanente de nouveaux acteurs formés sur ces questions-là. Christophe, Ouais, dis-moi, Mathieu. question. On nous demande est-ce que les entreprises et les investisseurs institutionnels que tu as mentionnés sont des partenaires du programme et sur quel type de métier on peut se Ouais, diriger à la suite du master. ouais. Alors, Enfin, c'est deux questions en une. dans les logos que vous voyez, on a des contacts chez tout le monde. C'est-à-dire que dans les partenaires très engagés, on a par exemple Sycomore Asset Management, la financière responsable qui anime des cours chez nous, Candriam aussi, avec qui on est en train de signer un accord de développement pour une nouvelle chaire de recherche exclusive à Cash Business School. Donc Candriam, c'est le troisième gestion d'actifs européen, ça pèse 120 milliards d'euros. Donc tous les logos que vous voyez, il y a des contacts et on a des partenariats privilégiés avec certains, donc Psychomore, Candriam, la financière responsable, la Caisse des dépôts, AG2R La Mondiale, AXA. Donc ce sont des gens qui nous demandent des stagiaires très régulièrement, tous les ans, voire plusieurs. Sur les métiers, donc les métiers, on en parlera, mais les métiers, ce sont principalement des métiers d'analyste intégré, c'est-à-dire vous travaillez sur une logique d'analyse financière et extra-financière intégrée, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de dire je vais faire purement l'analyse financière ou que de l'analyse extra-financière. Je vais travailler sur une forme d'impact de l'extra-financier sur le financier, donc pour mettre ces données à disposition des gestions d'actifs, aussi sur des métiers de gérant de portefeuille, c'est-à-dire gérant de portefeuille classique, mais avec une connotation très socialement responsable, c'est-à-dire que toutes les entreprises dans lesquelles vous investissez, vous le faites sur deux types de critères, c'est-à-dire financier et extra-financier. Les décisions, elles se prennent vraiment sur une intégration globale des critères extra-financiers dans le financier. Donc, principalement des métiers d'analyste, de gérant de portefeuille, mais également de métiers autour de la recherche. Si vous prenez par exemple des sociétés comme Mirova, Sycomore ou d'autres, elles ont créé en interne leurs propres équipes de recherche ESG pour alimenter les gérants de portefeuille en données. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont noter des boîtes, elles vont créer de la donnée. On le voit aussi notamment chez les brokers, tout ça, donc très, très, très fortement chez les brokers. Donc voilà, c'est principalement autour de ces métiers-là que, donc vraiment les métiers de l'investissement, qui sont autour de l'analyse financière extra-financière et la gestion d'actifs, la gestion de portefeuille et le private equity. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Il y a aussi beaucoup de consulting qui se montent sur ces questions, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises financières, on parlera de régulation, mais qui sont obligées aujourd'hui, avec la régulation, de prendre en compte ces méthodologies-là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'acteurs consultants qui peuvent accompagner les entreprises financières sur le changement de leur business model, notamment vers plus de finances responsables. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux métiers. Mais on va reparler un peu plus loin sur les débouchés, les jobs qui sont proposés par le master. Je terminerai rapidement sur deux, trois images, deux, trois slides, enfin deux, trois graphes qui vous montrent que faire de la finance responsable, c'est pas antinomique avec générer de la performance financière. Alors, première question qu'on m'a posée quand j'ai créé ce programme, c'est de dire oui, mais bon, faire du socialement responsable, c'est bien, mais bon, financier doit faire de la perf. En fait, plus vous faites du socialement responsable, plus vous faites de la performance. La simple raison, la meilleure raison pour expliquer ces niveaux de performance-là, c'est un fonds d'une société qui s'appelle la Finance Responsable, qui est un de nos partenaires privilégiés. Donc, un acteur très, très engagé sur la finance responsable, comme leur nom l'indique. Si vous regardez la courbe de performance en bleu du fonds par rapport à un indice de marché qui est l'Eurostoxx 50, donc qui est un benchmark européen, vous voyez que les niveaux de performance sur 6-7 ans sont bien au-dessus du marché, c'est-à-dire 25% au-dessus du marché. Pourquoi? Parce que vous avez la vraie raison, c'est que on parlait tout à l'heure de Renault, c'est-à-dire que vous avez une capacité, en faisant de l'extra-financier, de mieux identifier les stratégies, les business models des entreprises, et donc d'avoir des signaux d'alerte qui sont beaucoup plus importants qu'une seule personne qui va regarder une entreprise seulement sous le prisme financier, en regardant des ratios Excel toute la journée, mais qui comprendra pas quels peuvent être les signaux faibles d'un point de vue global ou d'effets de réputation de l'entreprise, qui peuvent avoir un impact sur le cours de bourse. Donc, plus vous générez une vision globale, une performance globale, plus vous générez de la performance financière. Et c'est aussi le cas sur ces graphes-là, où là, c'est l'acteur Sycomore Asset Management. Vous voyez, en fait, toutes les courbes en bleu, en rose, en orange sont les performances de leurs fonds responsables, qui sont encore une fois bien au-delà, au-dessus des indices, ce qui n'est pas le cas de tous les fonds d'investissement, et notamment les fonds plus classiques qui n'intègrent pas ces logiques d'ISR. Donc, pour répondre à la question qu'on pourra peut-être me poser, faire de la perf, c'est la première mission du financier, et vous voyez très bien que c'est pas du tout antinomique, bien au contraire,
en intégrant les enjeux de développement durable dans vos stratégies. Donc le programme en lui-même, c'est donc un programme qui, on l'a dit, qui est au service de l'économie réelle des entreprises, c'est-à-dire corporate et les enjeux sociétaux sustainable. C'est un degré Master of Science qui est dispensé sur nos campus de Marseille et de Paris. Marseille pour la partie corporate finance et Paris pour la partie sustainable finance. Même si au départ de l'année, vous avez un tronc commun, les deux spécialisations ensemble à Marseille pendant 3 mois, et ensuite, à partir du deuxième semestre, les corporates restent à Marseille, les sustainable s'en vont sur Paris. C'est un programme qui est en full English, c'est-à-dire c'est un programme international. Je vous fais une présentation en français, mais en l'occurrence, ce programme, tout est en anglais, c'est-à-dire tous les cours, toutes les conférences, tous les cas, tous les séminaires sont en anglais, parce qu'on a une partie aussi d'études internationaux sur ce programme. C'est un programme temps plein, c'est-à-dire qu'on n'est pas en alternance, il n'y a pas d'apprentissage. Ici, c'est vraiment du temps plein. Et c'est une entrée en septembre, donc septembre 2019 pour les prochaines, fin septembre pour le démarrage des cours généralement. Mathieu, tu veux peut-être enchaîner sur quelques infos clés où tu veux que je le présente? Non, mais donc comme l'a mentionné Christophe, en fait, dans tous les cas, la formation sera en anglais, que vous rentriez après un bac plus 3, donc soit en master 1, soit après un bac plus 4, 5, pour rentrer directement en master 2. Le master 1, c'est une année scolaire classique. Où vous allez avoir cours, alors pas tout à fait classique, pardon, cours de septembre à fin mars, avril, un stage de 4 mois à faire, puis après vous rentrez sur le master 2 où vous avez cours de septembre à mai, donc 9 mois plus 6 mois de fin d'études, d'où 6 mois de stage de fin d'études, d'où la durée de 15 mois pour le master 2. Sur les campus, donc comme l'a mentionné Christophe, Marseille pour le corporate finance et Paris pour le sustainable finance, sachant que le master 1, lui, se fera sur le campus de Marseille. J'aurai l'occasion d'y revenir par rapport au déroulé des cours sur le master 1, qui est généraliste en termes d'outils du manager, on va dire, mais dans lequel vous allez avoir des cours de finance qui sont en préalable obligatoires afin de suivre le Master 2, mais ça, Christophe aura l'occasion d'y revenir. Par rapport au niveau d'anglais, le niveau d'anglais sera exigé uniquement à l'entrée en Master 2. C'est à ce moment-là qu'on veut être sûr que vous soyez capable de suivre les cours en anglais. Le Master 1, pour ceux qui n'ont pas encore de TOEIC ou qui se posent des questions sur leur niveau d'anglais, c'est vraiment la piscine. C'est l'occasion de progresser, d'apprendre à nager en anglais, on va dire, pour que vous puissiez progresser au quotidien en ayant des cours 100% en anglais, mais on ne fera pas de discrimination sur votre niveau d'anglais à l'entrée. Et une précision sur les frais de scolarité, donc le Master 1 est à 8 500 €, le Master 2 est à 15 000 €. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions sur ça si jamais j'étais pas clair ou si vous voulez approfondir certaines choses, et de manière générale sur le reste de la présentation, n'hésitez pas. Là, on va attaquer la partie sur les cours, le contenu. Donc voilà, s'il y a des choses que vous voulez creuser, n'hésitez surtout pas à me poser des questions. Ok, merci Mathieu. Donc je poursuis, on va rentrer un peu plus dans le dur maintenant sur le contenu de la formation. Alors, les points forts en tout cas, c'est tout d'abord, pour moi, cette vision de double expertise qui est, je dirais, indispensable aujourd'hui pour tous les acteurs financiers. On n'en parle pas assez, mais aujourd'hui, il y a une transformation qui est en accéléré sur ce besoin de double expertise. J'ai des étudiants, moi, que j'ai eu il y a 4-5 ans sur un programme purement financier qui sont venus me voir en me disant, Monsieur Revelli, est-ce qu'on peut refaire le master parce qu'on voudrait refaire la partie finance responsable telle que vous la proposez aujourd'hui. Pourquoi? Parce que en fait, dans nos entreprises, on est en train de demander d'évoluer sur ces questions et on n'a pas de background. Donc, en fait, le point fort, c'est vraiment une expertise financière tout d'abord. On propose avant tout d'être un expert financier. Vous ferez beaucoup de finances dans cette formation. Donc, on travaille vraiment sur tout ce qui est choix, structure de financement, l'évaluation financière, l'analyse financière, l'évaluation financière qui intègre également toute la partie des immatériels, tous les modes de structure de financement, comment on va travailler sur la partie gestion d'actifs, sur le diagnostic financier, l'analyse extra-financière, également l'accompagnement sur des outils IT, type beaucoup de cas pratiques sur Reuters, VBA, Excel, des types de logiciels statistiques type R, etc. Donc, on essaie vraiment de faire évoluer aussi notre formation sur une intégration des outils demandés par les praticiens. Donc, on est vraiment sur cette logique très technique
centré autour de la gestion financière long terme, de la gestion d'actifs. Et on veut faire en sorte que nos étudiants maîtrisent parfaitement ces outils qui sont demandés aujourd'hui sur ces métiers, tout en incluant donc du coup une double expertise qui est aussi extra-financière et qui va donner l'avantage différenciant à nos étudiants par rapport à d'autres. C'est-à-dire que ce programme Sustainable Finance, il est leader en Europe. On vient d'obtenir un prix d'innovation pédagogique européenne sur les sujets de finances durables décerné par l'ONU au mois d'octobre, ce qui n'est pas rien. Donc, ça veut bien dire qu'effectivement, ce programme-là, c'est le programme différenciant et innovant par rapport aux autres programmes en finance. C'est-à-dire que aujourd'hui, des programmes qui vont de la finance d'entreprise ou de la finance de marché, vous en avez dans toutes les écoles de commerce, vous en avez dans toutes les universités. Qu'est-ce qui va faire la différenciation, je dirais, d'un programme à un autre? Nous, en tout cas, on en propose un vrai vecteur de différenciation, c'est celui-là, c'est-à-dire avant tout expert financier, comme dans tous les programmes proposés, mais en mettant en plus une connotation très économie réelle, très financement des entreprises, et en même temps cet avantage différenciant qui est le Sustainable Finance, où là on travaille vraiment sur des cours qui vont intégrer la prise en compte des enjeux de responsabilité et donc d'impact social en finance. D'autres types de points forts, c'est donc une autre vision, c'est-à-dire une approche multisectorielle de l'environnement financier. Vous pourrez rentrer dans des entreprises, je dirais que ce soit des entreprises non cotées, des petites PME, voire des grosses entreprises internationales. C'est-à-dire qu'on forme à l'ensemble des secteurs et l'ensemble des types d'acteurs, c'est-à-dire que ce soit micro, méso ou macro. Okay, donc on est vraiment dans une vision qui est nationale, internationale, micro-entreprise, PME, entreprise cotée, et entreprises financières, mais également d'autres types d'entreprises, peut être industrielles ou d'autres types de secteurs d'activité. Une vision très internationale des affaires et des relations sociales, puisqu'on a un programme qui est full English, donc on a un réseau, je dirais un networking qui est autant d'un point de vue des alumni que des entreprises assez fort à l'international également, de plus en plus fort. Et une pédagogie expérientielle, une mise en situation pratique. L'idée, nous en tout cas, sur les cours de spécialisation que je vais vous décrire juste après, c'est qu'on travaille maximum sur des cas pratiques, des business cases qui sont proposés par des entreprises, puisque les cours de spé sont principalement proposés par des acteurs professionnels. L'idée, c'est qu'ils nous proposent des cas spécifiques qui vont les aider eux dans leur business, et en même temps pour faire en sorte que les entreprises, les étudiants puissent bénéficier d'outils techniques concrets qui leur permettra de s'exprimer très très vite sur le marché ensuite. Actuellement, on est en train de mener, pour donner un exemple, avec nos étudiants des 2 spécialisations. On a une dizaine d'étudiants qui travaillent pour le développement d'un business plan d'une société américaine qui est en train de se monter. C'est une start-up. Donc, ils sont en train de travailler sur tout le business plan financier, extra-financier de cette boîte-là, qui est une bicorp. Et du coup, l'idée, c'est de leur proposer d'ici la fin de l'année un business plan. Donc là, c'est vraiment une démarche d'une entreprise qui va nous contacter pour nous dire vos étudiants sont experts de ces sujets, on aimerait bénéficier de leur expertise. Pour la boîte, c'est un avantage terrible d'avoir accès à une, je dirais, une expertise d'étudiants qui vont travailler de manière très rapide et accompagnés par des profs. Et en même temps, pour les étudiants, c'est sur un CV, ça n'a pas de prix ce genre de développement de projet. En plus, à l'international, quand vous vendez pour un stage ou pour un job, ça fait toujours une grosse différence de dire que vous avez travaillé sur des cas pratiques très concrets. Le réseau d'entreprise, il est très très important. Alors là, vous amuserez à le relire si vous voulez, mais j'ai fait exprès de mettre beaucoup de noms pour vous faire voir qu'on a beaucoup d'entreprises partenaires. Il y a le réseau Kedge déjà. Donc le réseau Kedge, il est fourni. Ça peut être des sociétés financières, mais pas que. C'est-à-dire que vous pouvez très bien travailler dans des services financiers dans des entreprises qui ne sont pas financières. Okay, donc des directions financières, des directions de la trésorerie, des directions de la RSE également, enfin qui vont intégrer les sujets financiers. Et ensuite, on a sur notre parcours spécifique Sustainable Finance un réseau spécifique d'entreprises qui sont pionnières et experts dans le domaine. Étant donné qu'on est le seul acteur académique à proposer ce type de formation, autant vous dire que ces acteurs, ils nous sautent dessus. Donc, je vous ai mis un panel de contacts d'entreprises avec qui on a des contacts directs et chez qui, généralement, on a la possibilité de proposer des stages à nos étudiants. Soit ce sont des entreprises qui proposent des cours, qui animent des cours dans la formation, soit qui proposent des cas, soit qui proposent des stages, soit qui proposent des conférences ou des mini-séminaires. Donc, toutes ces entreprises-là, encore une fois, sont très en lien avec nous. On a autant des sociétés du monde bancaire, des brokers, des corporate banking, des sociétés d'assurance, des médias, des institutions institutionnelles, des gestionnaires d'actifs, des agences de notation extra-financière, du private equity. On est sur un panel très très large et tous les gens qui sont engagés dans les sujets de finance durable sont quelque part connus de notre formation. Quelques questions. Christophe, je te coupe.
Oui, vas-y. Question du Hugo, donc est-il possible de faire la préparation sur le campus de Bordeaux? La réponse est non, étant donné que, comme je l'ai expliqué, la partie finance du Master 1 est uniquement dispensée sur le campus de Marseille. Donc si vous venez faire la finance, ce sera dès le Master 1 sur le campus de Marseille. Et une autre question tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, Non, Christophe? non, du tout. Non, non, mais non, non, du tout. Effectivement, c'est le master, il est plutôt Marseille-Paris. Donc l'année de préparation, c'est plutôt Marseille parce qu'on a des cours spécifiques en M1 qui vont pouvoir être considérés comme des requis pour intégrer le M2 ensuite. Et sur les MSc, généralement, on n'est pas comme sur les bachelors où on propose du multicampus. On est plus sur des programmes qui sont monocampus. C'est-à-dire, en fait, vous faites le choix de venir aussi sur un campus quand vous choisissez un programme type master spécialisé. Et Et ensuite, il y avait une question sur le grade master. oui, en fait, c'est Alors, une question d'Ariel. ouais, Quelle est la différence entre un MSc et un... Alors, il y a un master reconnu par l'État français. Alors, par rapport à ça, en fait, sur la reconnaissance par l'État français, c'est un terme qui est très vague. Mais en gros, pour simplifier, il y a deux types de reconnaissance. Il y a soit le grade de master qui est en gros une reconnaissance universitaire, au sens l'université. Alors, je fais ça parce que chez nous, elle est juste à côté, là. L'université, c'est-à-dire, en fait, un grade de master, ça vous permet de partir en doctorat sans repasser par un master de recherche. Faut savoir que dans les écoles de commerce, en fait, il y a généralement qu'un seul programme qui a accès à ce grade de master, c'est le programme Grande École. Sur les Master of Science, sur les MSc, c'est des diplômes qui ont plus une vocation internationale. Vous voyez, ils sont 100% en anglais, ils accueillent des étudiants étrangers. Et la principale préoccupation, c'est l'insertion professionnelle. Euh, vous pouvez, enfin, l'idée principale à la sortie de ce diplôme, c'est d'intégrer le monde du travail. C'est pas de faire de vous des chercheurs, même si vous pouvez, c'est pas l'idée principale. Et la deuxième reconnaissance de l'État français, c'est ce qu'on appelle le titre de niveau 1, le titre RNCP, qui est une reconnaissance plus liée au monde du travail. Donc le RNCP, c'est le registre national des catégories professionnelles. Et en fait, le RNCP, qu'est-ce qu'il fait? En gros, il prend une formation, il regarde où sont placés les alumni et est-ce que les missions et les métiers des alumni correspondent à la compétence délivrée dans le master. Alors pour ça, en fait, le RNCP a besoin de visibilité et au moins de 3 promos sortantes sur un master pour pouvoir évaluer où sont les diplômés. Ce master, en fait, pour l'instant, il n'y a que 2 promos sortantes, donc le RNCP ne sait pas analyser notre formation, mais par rapport à ce que disait Christophe sur vu qu'on est les seuls en finance responsable aujourd'hui, les entreprises se tournent naturellement vers nous pour embaucher nos étudiants. Peut-être que tu pourras faire un point derrière sur les métiers en parlant, enfin en prenant deux, ouais, trois exemples de clients de chez nous. on va en parler justement. On va en parler justement juste après. Mais pour compléter ce que disait Mathieu, il y a aussi un point très important, c'est que le Master of Science, généralement, il est plutôt considéré à l'international aussi, plus qu'un programme grande école qui, entre guillemets, avec un grade master, plus valorisé d'un point de vue national. Alors, le MSI, il est très valorisé d'un point de vue national, et encore une fois, il est très, très professionnalisant. Donc, c'est-à-dire que même si aujourd'hui il y a des passerelles de MSI pour partir sur des thèses et des doctorats pour ceux qui veulent avoir des profils plus de chercheurs, l'idée c'est qu'effectivement sur MSI vous aurez, je dirais, des qualités professionnelles beaucoup plus averties, beaucoup plus fortes que sur un programme grande école. Pourquoi? Parce que c'est un programme qui est beaucoup plus en réseau avec les entreprises, qui est beaucoup plus en lien avec les praticiens. Et du coup, c'est vrai qu'au final, beaucoup plus spécialisé aussi sur des niches métiers, des spécificités. Et du coup, effectivement, vous aurez, à mon avis, un accès au monde professionnel beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile avec un Master of Science qu'un programme en école, Grand Master. Du coup, effectivement, sur la question des métiers, notre programme, quel type de métier on a deux spécialisations sur le corporate finance, donc c'est-à-dire l'ingénierie financière, la finance d'entreprise. Ça va être vraiment tous les métiers du secteur du financement de bilan, c'est-à-dire analyse financier, tous les métiers du corporate banking et des fonds d'investissement, les métiers d'audit également et de transaction services, donc auditeurs financiers, les conseils en fusion-acquisition, les montages structurés de financement type LBO, les conseillers en financement d'entreprise et en financement structuré, également toute la partie risk management et accès également au métier du capital investisseur type venture capital, private equity, leveur de fonds. Donc on est vraiment sur les métiers purement fonds d'investissement, private equity, gestion d'actifs et corporate banking, c'est-à-dire conseil, montage de financement structuré.
donc, et risk management. Donc là, notre programme en corporate finance, notre spécialisation en corporate finance prépare vraiment pour l'ensemble de ces métiers-là. Pour la partie sustainable, bah, c'est l'accès à l'ensemble des acteurs financiers qui vont intégrer les questions de finance durable, finance responsable. Donc, effectivement, les métiers, ça va être ce qu'on appelle les analystes ESG, ISR ou extra-financiers. Chez quel type d'acteurs? Bah, les fonds d'investissement, les brokers, les sociétés de gestion d'actifs, les agences de notation spécialisées. On a dit aussi les métiers de gestion de portefeuille responsable, les métiers de capital investisseur, investisseur d'impact, c'est-à-dire on investit sur des sociétés non cotées, principalement dans les pays émergents, avec une logique d'impact social. Les consultants en stratégie, finance durable, finance responsable, en communication extra-financière et reporting intégré. Également énormément de cabinets d'audit type les Big Four comme EY, Deloitte, KPMG, etc. Pricewaterhouse, PwC, pardon, j'ai mis PWH, mais c'est PwC, qui propose énormément de métiers sur les logiques d'auditeurs sociaux et environnementaux. Aujourd'hui, le gros développement de l'activité de ces cabinets d'audit, c'est de recruter des auditeurs sociaux et environnementaux. Notre formation y prépare. Les métiers de compliance ou de responsable de la RSE, de relations investissement socialement responsable. C'est-à-dire qu'il y a énormément de métiers de débouchés aussi sur ces spécialisations-là. Et en même temps, que ce soit en corporate ou en sustainable, il y a des passerelles très fortes puisqu'on propose dans les deux spécialisations des passerelles entre corporate et sustainable. Il y a des passerelles très très importantes pour basculer sur des métiers en corporate si vous êtes sustainable ou des métiers sustainable si vous êtes en corporate, puisque notre vision dans le programme, c'est d'intégrer quand même l'ensemble des enjeux dans nos deux types de spécialisation, en y mettant bien sûr des connotations plus fortes dans l'une ou dans l'autre. Mathieu, si tu peux peut-être décrire un petit peu le curriculum du Master 1, avant que je fasse de même pour le Master 2. Oui, alors le Master 1, donc comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est si vous êtes aujourd'hui en train de valider un bac plus 3 ou vous avez validé un bac plus 3, il vous fera passer par les 2 années du Master. La première année du Master 1 est vraiment axée sur les compétences managériales au sens large du terme. C'est-à-dire que euh, à la partie management skills, peu importe le MSc que vous allez faire en Master 2, vous allez tous savoir ceci. Donc en fait, ça va être vraiment l'idée de vous donner les outils du manager pour que vous puissiez être complètement impliqué et à l'aise dans le monde de l'entreprise dès vos stages, même si vous n'allez pas être manager dès votre stage, bien entendu, mais à la sortie de votre diplôme et rapidement dans les premières années de votre carrière professionnelle. Parce qu'une fois que vous serez sorti d'école, ces outils-là, en fait, vous les aurez plus. Donc, on vous les donne à ce moment-là. La deuxième partie, en fait, expert skills, là, c'est au choix. Donc, en fait, quand vous êtes sur le parcours Corporate and Sustainable Finance, vous êtes obligé de prendre le parcours Responsible Finance Issue. Christophe, est-ce que tu veux en dire 2 mots? Oui, en fait, c'est un cours que j'anime moi-même au sein du Master 1, qui propose un résumé de l'ensemble un résumé plus long, hein, je dirais, parce que c'est quand même un cours de 30 heures, plus ce que je viens de vous présenter, où on traite vraiment des logiques des acteurs et des méthodes au sein des sujets de corporate et sustainable finance, c'est-à-dire le nouveau marché qui s'ouvre sur ces sujets-là, l'intégration de finances d'entreprise et finances durables. Donc, on travaille sur des études de cas, notamment en gestion d'actifs et en analyse de risques extra-financiers, qui est un requis indispensable pour pouvoir intégrer ensuite notre Master 2, puisqu'il propose ce cours des fondamentaux financiers et extra-financiers. Et donc, juste pour revenir au management skills, en fait, vous allez avoir une grande partie de cours en présentiel et également une partie de online courses qui vont vous permettre de revoir un petit peu les bases des sciences de gestion au sens très large, un petit peu ce que vous voyez en italique sur le slide, sur les ressources humaines, finances, le complexity management, etc. Donc voilà, c'est vraiment avoir une vision globale de l'entreprise et vous donner des outils de management qui vous seront utiles très très rapidement dans votre carrière professionnelle. Donc ça, Il y a c'est une pour le question premier semestre. Ouais, pardon, vas-y, termine Mathieu, parce qu'on a une question de Non, Nicolas à laquelle je répondrai juste après. j'avais terminé. Tu veux prendre la question de Nicolas, c'est ça? Ouais, je vais juste répondre à la question de Nicolas, Alors, qui je vais la lire disait, à haute voix. voilà, dans l'optique de faire de l'audit de fonds d'investissement, quel choix, selon vous, quel serait le choix le plus judicieux entre le MSI Corporate Sustainable Finance et le MSI Audit et Pilotage de la Performance? Alors, si vous faites de l'audit de fonds, clairement, bon, l'audit, le master audit financier, il vous prépare à tous les métiers de l'audit, hein, donc, mais principalement l'audit interne et l'audit interne, c'est-à-dire
vous travaillez en entreprise, vous auditez les comptes de votre entreprise et du coup, vous êtes dans une logique je dirais, purement comptable. C'est-à-dire, vous allez vraiment travailler sur cette logique d'identifier et d'avoir des normes de contrôle sur l'ensemble des états financiers de votre entreprise. Nous, ce qu'on propose dans le MSC Corporate Sustainable, donc ça, après, il faudrait que le chef programme du parcours audit et pilotage de la performance puisse vous présenter son programme, sachant que ce programme-là, il propose vraiment des cours sur l'audit interne, le contrôle de gestion et les techniques d'audit financier. Nous, si vous voulez faire de l'audit d'investissement de fonds, on va en parler après dans la grille du M2, mais on parlait tout à l'heure en entrée du label ISR. Le label ISR, c'est pour que les fonds soient labellisés, il faut qu'ils soient audités. Et les auditeurs, principalement, c'est des cabinets d'audit. Donc, un des principaux auditeurs du label ISR, c'est EY. Le deuxième, c'est Novetic. Donc, on travaille avec les deux. Et eux, par contre, ils cherchent vraiment des auditeurs financiers, extra-financiers, qui sont capables de travailler sur les audits de fonds. Donc après, ça dépend si vous voulez faire de l'audit financier pur ou de l'audit financier et extra-financier, RSE ou social. Mais en tout cas, le choix de travailler sur les logiques de fonds d'investissement, il est plus ciblé sur le corporate sustainable finance, ça c'est clair. Après, l'audit pilotage à performance, on est plus sur les métiers du contrôle de gestion et des techniques d'audit financières qui sont inhérentes à l'analyse des états financiers. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Nicolas. Si je vous ai donné plus d'éléments, vous nous préciserez ça. Mathieu, sur le M1, c'est bon? Ouais, tu peux passer au deuxième semestre du Master 1. Ok. Ok. Voilà, semestre 2 du Master 1, je te laisse poursuivre. Alors, donc là, on attaque le mois de janvier. Et en fait, il y a ce nouveau module qui va être mis en place pour vous à partir de la rentrée prochaine, qui est Innovation Entrepreneur Skills. En fait, on part du principe et c'est les grandes tendances des métiers de demain qui se dessinent. Alors, les grands poncifs, vous ne ferez jamais le même métier toute votre vie. Ça, vous avez déjà dû l'entendre et c'est une réalité aujourd'hui. Les grandes tendances de demain, en fait, c'est que peu importe votre métier, vous allez devoir être ce qu'on appelle un intrapreneur, c'est-à-dire un entrepreneur de votre propre métier, de votre propre service, et toujours avoir cet esprit d'innovation pour pouvoir toujours chercher à vous améliorer, améliorer un process, améliorer votre manière de travailler, etc. Donc tout ce module va être orienté sur l'innovation avec du design thinking, donc c'est de la création de process ou de services. L'exemple le plus célèbre de design thinking, c'est le Vélib. Tout le monde sait que en fait, grâce à un vélo, on peut aller d'un point A à un point B, mais il fallait juste penser à mettre des vélos en libre service pour que tout le monde puisse s'en servir. Et du coup, voilà. Le Vélib, il n'y a rien d'innovant dans le vélo pour se déplacer, mais le Vélib, c'est quelque chose qui fait partie des exemples les plus célèbres du design thinking, c'est mettre à disposition des vélos à tout le monde pour se déplacer d'un point A à un point B. Ça paraît très bête, mais voilà, fallait y penser. Donc voilà, c'est ce genre de choses où on va vous apprendre à être innovant, à ce qu'on appelle penser un petit peu en dehors du cadre pour trouver des solutions auxquelles vous n'aurez pas pensé quand vous avez la tête dans le guidon, on va dire, de l'opérationnel. Donc voilà, on vous apprendre à prendre de la hauteur pour être innovant. Et en plus de ça, vous allez avoir un corporate project, c'est-à-dire que vous allez être par groupe en mode consulting pour répondre à une problématique d'entreprise. Alors ça va différer suivant vos centres d'intérêt. Vous allez pouvoir choisir des problématiques d'entreprise qui vous plaisent plus ou moins ou plus ou moins en lien avec votre thème de prédilection. Donc voilà, ça, vous saurez, c'est un projet consulting en fait que vous allez faire sur plusieurs semaines. Et comme je disais tout à l'heure, à la fin du mois de mars à avril, vous allez partir pour 4 mois en stage qui peut être fait en France ou à l'étranger. 4 mois minimum, ça peut être 5, ça peut être 6, sachant que vous rentrez directement pour la rentrée du Master 2 derrière. Donc voilà un petit peu pour le Master 1. Si jamais vous avez d'autres questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser. Alors si vous êtes concerné par ça, si vous êtes en train de valider un bac plus 3. Sinon, on va passer au Master 2, vraiment au cœur du Master. C'est là où tout le sel et tout l'essentiel de la connaissance sur le Corporate and Sustainable Finance se met en place. Ok, merci Mathieu. Donc pour le Juste Christophe, avant de passer Master 2, voir, oui. tout le Master 1 Dis-moi. sera en anglais, je le répète pour que ce soit bien clair. Ouais, ok, très bien. Oui, précision importante, merci. Alors pour le Master 2, comme vous le voyez, j'ai mis une petite image de Marseille en fond d'écran.
derrière le parcours Corporate Finance, parce qu'effectivement, ce parcours est 100% à Marseille, que ce soit semestre 1 ou semestre 2. Le premier semestre, c'est un tronc commun de cours, donc c'est 6 cours de 30 heures pour le tronc commun, 6 cours de 30 heures pour la spécialisation Corporate Finance, sachant que au-delà des cours purs de 360 heures, vous avez aussi tout ce qu'on appelle les soft skills, donc qui vont intégrer des conférences, des séminaires, des mini-séminaires de 9 à 15 heures de cours, beaucoup de conférences, du business game, un accompagnement aussi sur du coaching, sur les stages, etc. Donc vous avez beaucoup de cas qui sont proposés en dehors des cours, beaucoup d'animations en dehors des cours, mais sur les cours même de la maquette, on a 6 cours de tronc commun, donc qui sont communs, comme son nom l'indique, aux 2 spécialisations, Corporate et Sustainable Finance, qui sont pour nous des fondamentaux à avoir, quel que soit votre choix de spécialisation au deuxième semestre. On a un premier cours de macroéconomie et d'objectifs de finance. Vraiment, on travaille sur les grands principes macroéconomiques, l'histoire de la monnaie, les grands indicateurs, la monnaie, la dette, etc. Ensuite, on a un cours d'environnement de marché. On décrit, non, c'est pas un cours technique, c'est un cours d'environnement, de description des marchés financiers et des marchés de la finance responsable. Donc, plus l'écosystème, les acteurs, les métiers, les interactions entre acteurs, etc. Donc, on a des spécialistes ici professionnels qui nous expliquent comment fonctionnent les marchés. Ensuite, on a 2 cours techniques sur les marchés, c'est-à-dire un cours de Advanced Finance qui est un cours très théorique sur les obligations, les dérivés, la gestion des risques, et un cours de Portfolio Management Skills qui est vraiment un cours je dirais, très pratique celui-là, qui va mettre en application quelque part ce que vous avez vu dans le cours d'Advanced Finance, mais plus en lien avec les portefeuilles actions. Donc là, beaucoup de simulations sur Reuters, sur Excel, des cas pratiques. Un cours d'analyse financière et de diagnostic financier et un cours de stratégie financière et de stratégie d'entreprise, sachant que pour nous, vous ne pouvez pas faire de la finance si vous ne connaissez pas la stratégie et notamment la stratégie d'une entreprise. À partir du moment où vous devez investir dans une entreprise, mieux vous en connaître sa stratégie. Donc nous, on est plus dans une logique de se dire on forme des acteurs qui ont une vision de l'entreprise plus qu'une vision des ratios purement électroniques, purement Excel. Okay. Et ensuite, les 6 cours de spécialisation, 6 cours vraiment dédiés au corporate finance, à l'ingénierie financière, un cours de modélisation financière, donc là vous travaillez beaucoup sur Excel pour apprendre les logiques de forecasting, de modélisation financière, un cours d'évaluation d'entreprise très poussé pour l'ingénierie financière, qui intègre aussi une connotation sur l'évaluation des actifs intangibles, des immatériels, très prisé aujourd'hui par les entreprises en termes d'évaluation. Un cours de donc M&A, c'est fusion-acquisition, merger acquisition. Donc on a vraiment un cours spécifique à la fusion-acquisition proposé par un consultant en fusion-acquisition. Un cours de capital raising business plan. Donc ça, c'est vraiment les techniques de levée de fonds et comment on monte des pitchs et des business plans pour les levées de fonds, les IPO, c'est-à-dire les introductions en bourse. Un cours ESG Performance Risk Asset Management, c'est-à-dire une étude de cas longitudinale de 20 heures. C'est moi qui anime ce cours sur comment on définit une stratégie d'investissement, comment on intègre une logique de décision d'investissement avec des critères financiers, extra-financiers. Et là, l'idée, c'est vraiment de vous faire travailler sur un cas longitudinal avec une soutenance devant un jury. Et ensuite, un cours de capital risque, venture capital, orienté sur un projet longitudinal autour d'un pitch à mener sur des stratégies de crowdfunding et des startups orientées sur des levées de fonds en finance participative. Donc, on est vraiment sur une logique très encastrée, private equity, consulting, fusion-acquisition, levée de fonds, business plan, évaluation. Donc là, on est vraiment sur les métiers très spécifiques du corporate. Tous les cours sont proposés à Marseille. Pour la spécialisation Sustainable Finance, une jolie tour Eiffel pour vous expliquer qu'on est effectivement plus sur Paris. Par contre, le tronc commun, c'est exactement le même que pour le parcours corporate. Il a lieu en même temps à Marseille. Il y a un effet groupe aussi qui se crée entre les 2 spécialisations. Tout le monde à Marseille au premier semestre, c'est-à-dire en septembre et décembre. Et ensuite, sur l'aspect Sustainable Finance, Engineering Risk and Asset Management, on est à Paris à partir de janvier. Donc les 6 cours de spécialisation, on a un cours de finance climat, les enjeux de régulation, de financement des entreprises en transition sur les enjeux climatiques. Là, c'est une personne de la Caisse des dépôts, le conseiller climat de la Caisse des dépôts qui s'appelle Pierre Ducré qui anime ce cours. On a un cours, tout d'abord, avant de partir sur la gestion d'actifs et les métiers techniques, c'est comment on fait déjà du reporting extra-financier. Donc, on a un cours de toutes les normes de reporting RSE, développement durable et de reporting intégré qui sont appliquées par toutes les entreprises aujourd'hui cotées. Donc, comment on analyse ces reportings-là, comment on les crée. Un cours d'évaluation d'entreprise très spécifique aussi à l'évaluation de l'immatériel,
de manière plus importante que dans le parcours corporate finance. On insiste ici sur l'évaluation des immatériels, parce que c'est inhérent à ces métiers-là, cette spécialisation. Un cours ESG Risk Analysis and Labeling, c'est-à-dire ici on est plus sur quel type d'indicateurs extra-financiers intégrer dans les décisions d'investissement, quel type de critères et comment évaluer les entreprises, quelles sont les méthodologies de gestion des risques extra-financiers à prendre en compte. Et également comment, alors par rapport à la question de Nicolas tout à l'heure, comment on va labelliser les fonds socialement responsables principalement, c'est-à-dire quelles sont les techniques de labellisation, etc. Donc les techniques d'audit, quelque part. Un cours de gestion d'actifs responsables. Donc, c'est un cours qui est proposé par deux asset managers internationaux, deux blocs de 15 heures, un par Sycomore Asset Management et l'autre par la financière responsable. Donc là, on est vraiment sur des cas pratiques de gestion de portefeuille, gestion d'actifs en intégrant des enjeux de durabilité. Et enfin, un dernier cours sur les logiques de capital investissement et d'impact investing. Ici, on sort du monde des sociétés cotées et on va plus investir dans une logique de private equity sur des durées de 5 à 7 ans sur des marchés émergents, avec une logique d'impact, de mesurer l'impact social à la fin de l'investissement, au-delà du rendement financier. Donc, on est vraiment sur tous les nouveaux métiers d'intégration des critères de durabilité dans encore une fois, les secteurs financiers. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Mathieu, je te laisse terminer là-dessus. Je crois qu'en plus, on est un peu dans le timing. Ouais, bon, pour l'instant, pas de questions sur les cours, mais voilà, c'est le moment, n'hésitez surtout pas. Donc, je reprends la même pour la partie comment intégrer la formation, donc plus la partie purement administrative et gestion du dossier. Alors, je sais que certains d'entre vous étaient déjà là mardi soir sur la conférence comment pour vous aider à déposer un dossier de candidature et vous donner des conseils sur la construction du dossier. Donc, si vous n'étiez pas là, n'hésitez pas à revenir vers moi par mail, je vous enverrai le replay de la conférence. Donc, tout se passe en ligne. Donc, le dossier est à déposer sur la plateforme join.kedge.edu et l'entretien de motivation se fera par Skype, soit par Skype, soit sur le campus, sachant que logistiquement, généralement, c'est plus facile pour tout le monde par Skype. Donc, les candidatures se traitent au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez finalisé votre dossier, donc les frais de candidature sont de 120 €. Une fois que vous aurez payé pour finaliser votre dossier, nous, on le reçoit. Il est traité sous une semaine et ensuite, les entretiens ont lieu sur une fourchette très, très large suivant les disponibilités des professeurs. On va dire dans le mois qui suit votre admissibilité. Et suite à l'entretien, en fait, on vous donne la réponse dans les jours qui suivent. Donc, vous pouvez être fixé très, très rapidement sur votre choix de poursuite d'études. Donc, ça, c'est pour le timing. Dans le dossier de candidature, en fait, c'est un dossier de candidature, somme toute, assez simple. On va vous demander votre background scolaire, votre background professionnel, notamment sur soit vous avez des expériences dans le domaine et vous les mettez en avant, soit vous n'en avez pas et vous essayez vous pouvez mettre en avant d'autres choses qui ont plus en rapport avec des soft skills, sur comment vous vous comportez en entreprise, quelle est votre connaissance de l'entreprise, plutôt que sur de la connaissance pure. On sait très bien que vous n'avez pas tous été, et c'est la grande majorité d'entre vous, déjà été asset manager ou gérer des fonds d'investissement. C'est pas du tout, on le sait très bien, donc c'est autre chose qu'il faut mettre en avant. On va vous demander ensuite votre projet et votre motivation. Donc, c'est 4 questions. Quel est votre projet professionnel? Que va vous apporter la formation sur ce programme? Donc, ça, c'est vraiment une analyse à faire sur vous-même en vous posant les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Et en quoi la formation est vraiment le chaînon manquant entre ce que je veux faire et ce que j'ai fait. Donc, ça, c'est vraiment important. Et ensuite, des documents à télécharger. Donc, CV, diplôme ou attestation de scolarité pour prouver votre niveau d'études en cours. Dernier relevé de notes, donc c'est le dernier en votre possession. J'insiste bien là-dessus. C'est-à-dire que là, on est au premier semestre. On sait très bien que vous n'avez pas les relevés de notes de maintenant. Mettez ceux de l'an dernier. C'est pas grave, c'est juste pour avoir une vision globale un petit peu des cours que vous avez suivis. Un test d'anglais si vous postulez directement à M2. Donc, soit un TOEIC, soit un TOEFL, soit un IELTS. Sur les scores, c'est 780, Christophe, c'est bien ça? Sur le TOEIC, 80 sur le TOEFL IBT et 5,5 sur l'IELTS. Sur vous postulez en Master 1, ce n'est pas obligatoire. Donc, vous pouvez postuler sans TOEIC, mais sachez que toute la formation sera en anglais. Donc, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, l'occasion pour vous de saisir cette opportunité pour progresser. Si vous avez passé une année d'études à l'étranger 100% en anglais, ça fait office de compensation si vous n'avez pas de score de langue.
Donc ça peut être intéressant aussi à savoir pour vous. Si vous avez fait une année d'échange complète 100% en anglais, ça peut faire valoir, ça fait office d'équivalence par rapport à ces scores de langue. Dans tous les cas, Christophe, si tu me dis si je me trompe, l'entretien, tu le fais en français, mais tu testes l'anglais pendant l'entretien, c'est bien ça? Oui, toujours. C'est-à-dire que il faut quand même que nos étudiants, si on propose que des cours en anglais, qu'ils aient une capacité à pouvoir interagir avec les profs et les étudiants, donc et à comprendre aussi. Donc effectivement, moi, pendant l'entretien, j'ai toujours soit un entretien pour les M2 qui est exclusivement en anglais, soit pour les M1 qui sera en français, mais où il peut y avoir effectivement des questions en anglais. Donc voilà un petit peu pour le processus de candidature. On arrive à la fin de la conférence, donc si vous avez des questions, c'est Ouais, le il y a une moment. question. Il y a une question que j'ai répondu à Manon, mais je vais répondre pour tous. Sur la- Quelles sont les tailles des promos? Donc aujourd'hui, on a sur le Master 2, on a environ 65-70 étudiants, environ 70, et on est sur deux tiers, un tiers. On est à peu près un peu moins de 50 étudiants sur la partie corporate finance et une grosse vingtaine d'étudiants sur la partie sustainable, sachant que, encore une fois, le corporate finance, c'est l'historique du programme à Marseille. Ça fait de nombreuses années qu'on a ce programme-là, donc on a un effet expérientiel qui est plus important. Le Sustainable Finance, c'est un programme qui est très jeune, on est dans la troisième année, même si la première année, c'était plus une année prototype, donc on est plus dans l'année 2 primes que 3. Et du coup, voilà, aujourd'hui, on a une vingtaine d'étudiants, mais en même temps, on a aussi un programme qui est assez sélectif et en même temps qui va se développer de plus en plus parce qu'il est très jeune et on a de plus en plus de demandes, notamment sur cette spécialisation. Donc, un équilibre, généralement, l'idée, c'est qu'on va à terme, on sera plus sur un équilibre entre les deux. Mais aujourd'hui, on est plus sur deux terrains tiers et on n'est pas sur des grosses tailles non plus, ce qui permet d'avoir dans les cours de spécialisation des travaux de groupe et une interaction qui est plus simple avec des groupes qui sont, entre guillemets, un peu plus réduits. Euh, Vous Merci avez d'autres Christophe. questions? Oui, il y a beaucoup de Ouais, questions là. il y a Ouais. d'autres questions que je vais prendre à haute voix. Donc, question d'Antoine. Pour le M2, il faut le score de TOEIC à partir du dépôt du dossier. Euh, oui, si vous souhaitez postuler rapidement et que en fait, vous avez déjà votre convocation pour le TOEIC, vous pouvez finaliser votre dossier avec la convocation et si vous êtes admis, cette admission sera suspendue à votre score de TOEIC. Donc voilà, l'idéal c'est de l'avoir. Si vous voulez postuler rapidement, vous pouvez postuler avec votre convocation, mais sachez que et faire tout le processus, mais sachez que votre admission sera conditionnée à l'obtention de ce score. Et une autre question de Kitamajo, est-ce que c'est possible de le faire en alternance? Non, il n'y a pas d'alternance sur ce programme-là. Euh, donc là, vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter. Donc moi, plus sur la partie conseil candidature, contenu du programme. Si vous voulez aller, enfin, si vous voulez aller justement plus dans le contenu du programme, les cours, la partie scientifique, on va dire, n'hésitez pas à contacter Monsieur Révelli. Tout à fait. Moi, je m'occuperai de tout le reste. Je suis votre principal interlocuteur pour ça. On va prendre Je une tiens dernière. juste à préciser que les photos ne sont pas photoshopées. Attention, c'est très Oui, précisé ça. je passé chez le barbier la semaine dernière. On va prendre Voilà. une dernière question d'Ornella. Pour passer du M1 au M2, il faudra passer le TOEIC. Oui, effectivement, il vous faudra attester d'un score d'anglais. Mais normalement, Ornella, vu que vous serez dans un contexte anglophone au quotidien, le TOEIC ne sera plus qu'une formalité à la fin du Master 1. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous invite du coup à prendre nos adresses mail si vous souhaitez nous adresser d'autres questions par la suite. Les candidatures ont déjà ouvertes, donc si vous souhaitez postuler dès à présent, c'est possible. Ça peut être confortable, au moins vous pouvez, enfin, si c'est vraiment ça qui vous intéresse, ça sert à rien d'attendre et au moins comme ça vous serez fixé pour l'année prochaine. Si jamais Ouais. vous avez d'autres questions ou d'autres interrogations, n'hésitez pas à revenir vers nous. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour le moment, non. Donc, on va clôturer ici.
Donc n'hésitez pas à nous écrire ultérieurement. Je vous remercie à tous de votre participation, de vos nombreuses questions. Christophe, merci à toi. Si tu Merci. veux dire un Merci à petit tous. mot, je te laisse le mot pour la fin et de conclusion. Laissez-moi la conclusion. Ouais. Merci Mathieu, c'est gentil. Non, écoutez, voilà, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Mathieu ou moi, si vous avez besoin effectivement d'informations supplémentaires. Je pense que vous avez participé à une conférence qui était certainement pour un programme, voilà, un des programmes très innovants aujourd'hui sur la finance. En espérant que ça vous ait plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Donc là, je viens de lancer un petit sondage juste pour savoir un petit peu si ouais, le webinaire a répondu à vos attentes. Donc n'hésitez pas à répondre. Je vois que les 2 tiers d'entre vous ont répondu. Donc on va terminer là-dessus. Je laisse quelques secondes au dernier pour répondre. Merci à tous de votre participation et puis au plaisir d'échanger de nouveau avec vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.